Christelle, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de la vie? Alors, je vais pas répondre sur la première fois, je vais répondre sur celle qui a été la plus violente pour moi et qui a été le démarrage de quelque chose. C'est quand, après avoir passé 3 ans, avoir des symptômes, à être baladée de droite et de gauche par divers médecins, j'avais un problème, j'en parlais pas beaucoup autour de moi parce que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, parce que ça touchait les muqueuses, qu'elles soient buccales ou plus intimes. Et c'était très particulier. J'ai fini par chercher sur Doctissimo, hein. Après avoir écarté les cancers des cheveux, les cancers du nuage et le cancer des lunettes, j'ai fini par mettre un nom sur la maladie que j'avais. J'ai vu des dizaines de spécialistes. J'ai vu des gynécologues, j'ai vu des dermatos, j'ai vu des généralistes, j'ai vu et un jour, je suis été voir un médecin avec mes symptômes, le nom de cette maladie. J'ai demandé, bon bah voilà, maintenant ça fait quelques mois que vous me suivez. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. D'après ce que j'ai vu sur Internet, cette maladie, elle est dégénérative. Oui. Elle est incurable. Oui. Et en moyenne, dans les 5 à 10 ans, on développe un cancer qui est mortel et qui a un taux de mortalité qui est très fort. Oui. Donc là, moi, ça fait 3 ans que cette maladie s'est développée. Donc en fait, en moyenne, on va dire quoi? Il me reste 2 à 7 ans. Et là, non, en fait, juste, t'as ça qui te tombe dessus et on te dit, voilà, en gros, t'as développé une maladie, tu vas bientôt mourir, tu sais pas quand, mais à un moment donné, tu feras un cancer et tu vas laisser un veuf et un orphelin. Et là, tu te dis, comment c'est possible, en fait, que ta vie, elle s'effondre comme ça face à une maladie qui s'est développée juste après avoir accouché en plus? Non! C'est quoi le sens de la vie? Oui, Comment pour une le coup, maman, c'est un elle peut vrai mourir? choc, hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Et en fait, voilà, là où j'ai vraiment commencé à me poser beaucoup de questions, c'est à ce moment-là. Oui, je pense que c'est un moment où il y a tout qui se bouscule, il y a dans ta tête, ça doit être le grand ouragan, mais ça, je l'imagine, enfin, je l'imagine. On peut que l'imaginer, hein, parce que c'est vrai que quand on l'a pas vécu soi-même, je pense qu'on n'imagine pas. Mais oui, oui, c'est un moment. Et ça, donc, c'était finalement assez récent dans ton histoire, hein, c'était il y a quelques années. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas entreprendre justement pour chercher par rapport à ce questionnement? Ouais. Eh bien, moi qui étais très cartésienne, mathématique, allopathique, j'ai fini par me dire, mais non, mais en fait, si l'allopathie ne peut rien pour moi et qu'elle va me laisser mourir, parce que à part du traitement de symptômes, on ne me proposait absolument rien et on me disait qu'on ne pouvait rien faire pour moi, ben, j'ai dit non. Non, si toi tu peux, toi l'allopathie, ok, je trouve que tu soignes super bien, mais là tu dis que tu peux rien pour moi, alors je vais voir le copain d'à côté et on va voir si le copain d'à côté peut m'aider. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert de façon plus approfondie les médecines parallèles. Et donc, sur quelle médecine en premier tu t'es dirigé, vers quelle rencontre, vers quelle documentation? J'imagine à ce moment-là que Doctissimo n'était plus suffisant. Euh, Alors, en fait, j'étais vraiment dans une phase de choc et surtout que ce choc est arrivé un mois avant de changer de région. Donc avec mon mari et mon fils, parce que je voulais pas que mon fils grandisse en région parisienne. Et donc, en fait, dans le maelstrom du déménagement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher. Puis, je me dis, bon, voilà, ça fait 3 ans que ça traîne, ça peut traîner encore 6 mois. Enfin, voilà, il faut déjà que je mette mon fils à l'école, qu'on déménage, qu'on trouve des nouvelles habitudes, qu'on trouve les nouveaux repères. Et, euh, et comme par hasard, et je pense que tout le monde va entendre ce comme par hasard, comme de la bonne façon dont je le dis, comme par hasard, je suis tombée sur un travail où, si j'avais su en avance comment ça se serait passé, j'aurais jamais mis les pieds, puisqu'en fait, on m'avait proposé un boulot administratif. Et le jour où j'embauche, en fait, c'est un travail de plateau téléphonique. J'en ai fait pendant 4 ans, je voulais plus y retourner. J'ai pas eu d'entretien d'embauche, alors que cette société-là fait toujours des entretiens d'embauche avec les intérimaires. Enfin, tout à fait pour que je mette les pieds dans cette société et que je rencontre une dame qui s'appelle Caroline, euh, une dame pleine de lumière et de douceur. Ça a été vraiment une très belle rencontre et qui gagne ma confiance alors que j'avais pas parlé de tout ça à mes meilleurs amis. À elle, en fait, entre deux moments, je finis par lui en parler et elle me dit, mais tu sais, je peux t'aider. ouais. Ah ouais.
C'est là qu'on se dit, on est poussé, hein, on est poussé parfois à agir au-delà de notre conscient, quoi, hein. Ah, mais complètement, cette rencontre était complètement guidée et encore merci à mes guides, merci à l'univers parce que, enfin voilà, c'était le bon moment. Donc du coup, je suis restée en intérim pendant quelques mois dans cette boîte et quand j'ai changé de société, bah, j'ai passé le cap et j'ai pris rendez-vous avec elle. Et elle était une praticienne particulière sur une médecine particulière, Alors, la méthode qu'elle utilisait, c'est la méthode qu'on appelle Bye Bye Allergie, qui travaille notamment avec la mémoire de l'eau, avec les méridiens dorsaux des émotions. Et j'ai fait donc le protocole complet avec elle, puisque quand on a un protocole très très lourd, donc c'est beaucoup de séances, mine de rien. Et de cette maladie dégénérative incurable avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui devait me tuer, bah aujourd'hui je suis guérie. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, tu as pu, par la médecine conventionnelle, voir que tu n'avais plus rien finalement. C'est ça. Et là où je me suis dit, je me suis rendu compte que cette méthode était très peu connue en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de praticiens en France de ce truc-là. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Mais c'est juste pas possible. Il faut que les gens ils sachent que ça existe. Ça peut soigner tellement de personnes. Et c'est tout en douceur. C'est pas du tout invasif. Et en fait, bah, j'ai décidé de me former. Exactement. Ce qui est incroyable, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est c'est vrai que quand tu dis c'est pas possible, en effet, souvent, on a l'impression qu'on est. Aujourd'hui, il y a peut-être un orgueil de la médecine, je pense, sur la connaissance, en fait, hein. Effectivement, d'avoir les solutions, et on dit oui, c'est comme ça, il n'y a pas d'autres solutions. Et en fait, quand on cherche et qu'on prend le temps de chercher, on se rend compte qu'en fait, si, il y en a des solutions. Ouais. Et elles sont juste sous nos yeux. Souvent, on cherche très très loin. En fait, non, elles sont pas très loin. Elles sont juste sous nos yeux. Il suffit de s'y ouvrir et d'accepter de ne pas savoir aussi, d'accepter l'inconnu, quoi, Oui. hein. Et toi, tu te retrouves dedans, je dirais, de façon forcée, hein, pour le coup, parce que c'est pas un choix de ta part. Euh, c'est pas un choix de ta part, tu y retrouves de façon forcée, mais tu décides de quand même de t'y former, parce que ça donne, finalement, ça arrive à un moment aussi, peut-être où ton cheminement professionnel est un petit peu aussi en interrogation, hein. Oui, en fait, c'est vraiment tombé à un moment très particulier où, voilà, changer de région. Avec mon mari, on a décidé de lancer le deuxième. Donc, du coup, je suis tombée enceinte et j'ai décidé de prendre un congé parental. Et en fait, ce congé parental, pour moi, il a été très, très instructif parce que j'étais dans une démarche où je commençais tout doucement vraiment à me réveiller de beaucoup de choses. Je commençais à voir que ma façon de consommer était pas bonne, que le plastique autour de moi était pas bon. Donc, tout doucement, petit pas par petit pas, je commençais à tendre vers le zéro déchet. J'ai une vision de l'éducation qui semble laxiste pour beaucoup de personnes parce que je suis très partisane d'écouter, de respecter l'émotionnel de l'enfant, même si bah, c'est émotionnellement très épuisant pour les parents de faire ça, mais j'ai quand même la conviction que c'est la bonne façon de faire, même si voilà, parfois ça peut être très, très demandeur et très fatigant. Euh, on m'a déjà, comme toutes les mamans qui ont fait cette chose-là, j'ai déjà entendu le tu le portes trop, tu vas en faire un capricieux, etc., etc., etc. Et, cetera. Et en fait, le congé parental, je me suis complètement refermée sur moi-même. Et en fait, je me suis complètement coupée de toutes ces conventions sociales dont on est obligé de faire preuve quand on est dans le monde du travail et dans le monde social en particulier. Et quand on est en congé parental et qu'on est enfermé dans sa petite bulle à la maison, ben, on n'a plus besoin de tout ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais plus y retourner. Il était temps que je change de voie professionnelle. Exactement, il y avait eu un changement en toi qui faisait que c'était plus pareil, quoi. Il n'y avait plus de possibilité de retourner en arrière. C'est ça. Et là, c'était plus possible non plus, hein, c'est ça. Non, c'était plus possible après. Bon, voilà, je suis comme tout le monde, il faut payer les factures. Bien Donc sûr. aujourd'hui, j'ai un métier alimentaire, mais je développe ma micro-entreprise, je développe, voilà, je me suis formée. Il y a des gens qui commencent à venir me voir parce que du coup, j'ai de nouveau déménagé en Bretagne cette fois. Avec mon mari, on a décidé de déménager parce que l'Auvergne ne nous a pas convenu et puis il y avait d'autres régions aussi familiales et donc on a décidé de partir en Bretagne et on a pris donc du coup nos petites affaires et nos deux petits anges et on est partis tous les quatre en Bretagne où on est arrivé donc en novembre 2019. Et bah il y a quelques personnes qui viennent me voir pour que je m'occupe d'elles et que
Je les aide à se débarrasser de leurs symptômes définitivement. Ouais, c'est génial. Tu parlais d'éducation, ça c'est un point hyper important aujourd'hui, on en parle énormément, il y a beaucoup de réflexions, de personnes qui s'interrogent sur l'éducation. Je pense que c'est une remise en cause globale, hein. Tu parlais de zéro déchet, tu parlais effectivement de la façon de consommer. Mais l'éducation, en plus récemment, moi c'est vrai que j'ai lu un livre du docteur Catherine Guégan qui parlait des neurosciences affectives et du développement du cerveau de l'enfant. Et on se rend compte que l'affection, en fait, finalement, permet le développement du cerveau émotionnel, de ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, donc de toutes les zones du cerveau liées notamment à l'expression des émotions et que ça joue sur le futur en fait des enfants, quoi. Donc par rapport aux conventions, aux vieilles idées sur la façon d'élever les enfants, il y a toute une remise à jour, je pense, qui est en cours, hein. Je ne sais pas toi comment tu le vis en tant que mère, mais il y a tout ça qui est en train de rechanger aussi. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui... je vois... j'ai appris à m'entourer en fait de gens qui pensaient parfois comme moi, parfois pas comme moi, mais ceux qui pensent pas comme moi sont capables d'entendre qu'on est différent en fait, tout simplement, parce qu'on a tous le droit d'être différent. Ce qui compte, c'est être capable d'accepter la différence des autres. Et du coup, bah, je me suis quand même entourée un petit peu de mamans qui, comme moi, portent beaucoup, font beaucoup de câlins, aiment pas laisser pleurer. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien de se rendre compte qu'on voit des comportements chez les enfants qui sont les mêmes, au final, il y a les mêmes caprices, parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est le mot que tout le monde comprend, les mêmes colères, les mêmes incompréhensions, les mêmes frustrations chez les enfants qui pleurent beaucoup, chez les enfants qui sont beaucoup portés, chez les enfants qui sont pas beaucoup portés, chez les enfants qui sont beaucoup grondés, les enfants qui sont beaucoup écoutés. Et en fait, c'est juste des stades de développement neuronaux normal. La frustration, aujourd'hui, je suis désolée, il y a des adultes qui comprennent toujours pas ce que c'est. On peut pas demander à un enfant de 2 ans de savoir gérer sa frustration. Exactement. Exactement, parce que si on lit des livres sur les neurosciences affectives, on se rend compte que les enfants n'ont pas le cerveau développé suffisamment pour réagir en fait par rapport à nous, pour réguler en fait tout simplement ça, hein. C'est ça, ils n'ont pas le recul. Ils n'ont pas la capacité de prendre du recul. Ils sont dans l'émotionnel vif. Et bah, il y a des émotionnels qui sont très violents et que bah, quand on ne sait pas les gérer, quand on ne sait pas prendre du recul, bah, c'est très difficile à gérer. Et tu évoquais, toi, le congé parental, justement, qui a été vraiment, de ce point de vue-là, utile, quoi, pour prendre le temps avec l'enfant aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de femmes peuvent, bon, aujourd'hui, en bénéficier tout de même, mais même des pères aussi, mais c'est vrai que ça prend du temps d'élever un enfant. C'est vraiment, je dirais, voilà, c'est un temps qu'on prend. Et il y a quand même beaucoup de parents encore qui sont un peu dans le feu, il faut toujours aller vite, etc., etc. C'est aussi un mode de vie, je pense, l'éducation, le choix d'éducation, c'est aussi le choix d'un mode de vie, finalement. C'est toute notre remise en cause de nous, comment on fonctionne je dirais en société aussi quand on veut choisir d'éduquer les enfants d'une certaine façon. Mon mari aussi a décidé de prendre la troisième année de congé parental, puisqu'aujourd'hui c'est 2 ans maximum par adulte, même si c'est 3 ans au total pour l'enfant. Et ce congé parental, bah, ça lui a permis de passer beaucoup de temps avec le petit dernier, de passer du temps aussi avec le grand, et de prendre soin de nous trois. Et ça, c'est une très belle chose que j'aime énormément, et je sais à quel point j'ai la chance d'avoir un mari qui a fait ce choix-là. Bah, c'est des choix de société qui sont pas toujours simples. Je vais donner un exemple très très bête. J'ai décidé que je voulais pas mentir à mes enfants. Sauf qu'il y a des mensonges conventionnels sociaux incontournables. Et quand on veut pas mentir à ses enfants, on fait comment avec le Père Noël? Tout à fait. Ah, Et tout à donc, fait, genre, ouais, ouais, ouais. J'entends des fois des parents enfin, même des gens qui sont pas encore parents qui disent, ouais, mon enfant, je lui dirai jamais que le Père Noël il existe et tout. Je lui dis, bon, et que tu verras parce que tu sais, quand tu seras au milieu des conventions sociales, justement, quand on verra l'enfant à la maternelle, etc., et que tous les enfants y croiront au Père Noël, est-ce que toi, tu diras à ton enfant qu'il n'existe pas? Euh, Tu verras comment ça se passe. C'est pas si simple de se départager des autres, de se détacher des autres, hein. c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si ça n'avait tenu qu'à moi, effectivement, je lui aurais dit la vérité tout de suite. Mon mari a préféré plutôt une approche plus douce. Et on a trouvé un compromis, en fait, c'est qu'on n'a pas dit qu'il existait. On n'a pas dit qu'il n'existe pas. On l'a laissé raconter les histoires de Père Noël, notamment qu'il écoutait à l'école. Et ce que je disais pour contourner la chose, je disais que c'était une jolie histoire. D'accord. Du coup, Ok. je disais pas que c'était un mensonge, mais je l'ai laissé croire parce qu'il y a aussi un côté de ça, c'est qu'il avait envie d'y croire. Et je l'ai laissé croire. Oui, parce que je pense que l'imaginaire, c'est vrai que c'est beau l'imaginaire chez l'enfant. C'est quelque chose Oui. qu'on peut encourager, développer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ça va passer par le Père Noël encore comme figure
un petit peu commercial aussi. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures d'imaginaire qu'on pourrait ajouter? L'imaginaire, je pense que c'est important, mais est-ce que c'est ça encore aujourd'hui bon, qui est porteur? Moi, j'en doute beaucoup, hein, j'en doute beaucoup. Surtout quand on voit ce que sont devenues les fêtes de Noël, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, les fêtes de Noël, pour moi, c'est un moment de recueillement, en fait, hein, de passage vers la nouvelle année. C'est un moment de réflexion aussi, de bilan hein, de l'année en cours. C'est un moment de fête aussi de partage, hein, certes, ça ne change pas, mais quand même, moi, je le fais, j'aime bien aussi. Je comprends que l'être humain a des rythmes, hein, que l'année a un rythme, et la fin de l'année, pour moi, c'est plus quelque chose de pas forcément toujours hyper expressif vers l'extérieur. Il y a aussi un moment de fin, en fait. Donc, c'est pas forcément. Là, c'est un peu un détachement par rapport à ce qui se fait, disons, de façon globale, quoi. Hein. Bah, c'est vrai que pour moi, Noël, en fait, il y a toujours eu cette magie de la réunion familiale. Et pour moi, Noël, ça va être vraiment ça. Ça va être ce moment où on va se retrouver tous ensemble. Chose qu'on n'a pas trop l'habitude parce qu'on est souvent les familles sont aujourd'hui beaucoup plus facilement éparpillées au quatre coins de la France. Et ça va être ce moment de magie où on va être ensemble et ça va être un moment festif. Ouais. Ouais, ça va être, pour moi, ça va être vraiment ça. Ça va être le moment famille, en fait, où on va penser les uns aux autres. Ouais, effectivement. Récemment, je pense qu'avec tout ce qui est arrivé aussi, on est revenu beaucoup là-dessus sur la famille, avec cette histoire effectivement de confinement. Ça nous a rappelé aussi les liens qu'on avait avec des gens voilà, qui ne sont pas forcément proches de nous, hein, géographiquement parlant, je parle, mais il y a des liens du sang et ils sont aussi importants. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont aussi importants et de prendre soin des uns des autres, ça commence aussi par là, quoi. C'est vrai. Juste de prendre des nouvelles, des fois, ça suffit. Ouais, carrément. Moi, ce que je t'ai évoqué dans ton parcours aussi, pour revenir un petit peu en arrière, parce que tu m'as parlé du questionnement du sens que tu as eu dans une crise, mais finalement, adolescente, finalement jeune femme, est-ce que tu as eu cette réflexion par rapport à toi, ce que tu, peut-être pas de sens hein, de la vie, mais quand même de sens, disons, dans ce que tu voulais faire, ce que tu voulais par rapport à la vie, quoi. Hein. Je me suis beaucoup laissée porter parce que je savais pas. Je savais pas, je savais pas, je savais pas. Je savais pas ce que je voulais faire comme métier, je voulais pas, je savais pas, je voulais faire comme maman, je voulais. Disons que voilà, je me suis pas beaucoup interrogée, je me suis un peu laissée porter. J'ai fait 10 ans de carrière à Carrefour parce que je suis rentrée par la petite porte, plateau téléphonique, un jour, voilà, j'ai pris le premier boulot qui venait. Et puis j'ai fait mon trou, et puis finalement j'ai grimpé les échelons jusqu'à finir au siège. Là où par contre je me suis beaucoup interrogée sur le sens de la vie, c'était vis-à-vis de mon beau-père, le père de mon mari, qui était une très très belle personne que j'aimais énormément. Il avait une philosophie de vie qui était à la totale opposée de la mienne. C'était quelqu'un de très croyant. Il croyait au Christ, à la Vierge Marie, mais il croyait aussi aux univers, à l'univers, à la source, à la réincarnation, au karma, au principe d'évolution de l'âme. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec lui. Je lui posais énormément de questions parce que voilà, je me considérais pas comme athée, plutôt comme agnostique. D'accord, oui. Sans croyance particulière, agnostique, effectivement. C'est ça. Euh, Parce que c'est vrai que pour distinguer l'athée, c'est davantage celui qui ne croit pas du tout en Dieu, il l'affirme, hein, qui ne croit pas en Dieu. Alors Dieu, sens large, hein, ça peut être effectivement, en France, on est encore resté sur l'idée de Dieu un petit peu comme unicité, alors qu'il y a des croyances à travers le monde qui sont beaucoup plus larges que ça. Hein. Dieu Oui. comme féminin aussi, ça peut être Dieu au féminin, ou Dieu comme multiplicité aussi, hein. Ça existe. Hein. Donc je crois que voilà, il faut aussi voir ça comme ça. Et souvent, il y a des gens qui disent athée, en fait, ils sont agnostiques. Ça, c'est souvent aussi Oui. le cas. Ouais, ouais. Et donc après, tu vas te former à Buy Allergy. Est-ce que tu pourrais Buy Allergy, cette technique? Moi, je t'avoue qu'avant de t'avoir connu, rencontré, je ne connaissais pas. Alors, pourtant j'ai cherché, hein, je peux te dire, j'ai cherché des choses sur les médecines complémentaires, etc., etc. Mais je ne connaissais pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus du coup par rapport à cette pratique? Bien sûr. Alors, la méthode Bye Bye Allergie, c'est une méthode qui utilise, donc, comme je disais tout à l'heure, la mémoire de l'eau. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des petites fioles qui font à peu près 4-5 cm de haut sur 1 cm de diamètre, qui contiennent de l'eau énergisée pour contenir la mémoire d'un élément. Donc, du coup, on va avoir la mémoire de la quintessence de l'élément. Donc, la quintessence, c'est pour faire une définition très légère, on va dire que c'est l'essence la plus profonde de quelque chose.
Donc c'est comme c'est souvent une blague qui est racontée, que j'aime beaucoup, c'est pourquoi est-ce que quand on voit une chaise, on sait que c'est une chaise et qu'on reconnaît que c'est une chaise, même si elle est dans une matière différente ou dans une forme un peu différente, c'est parce que il existe une chaise qui est la quintessence de toutes les chaises. Et une fois qu'on a rencontré une chaise, on sait toutes les reconnaître. Donc du coup, voilà, on va utiliser ces mémoires dans de l'eau et on va beaucoup interroger le corps. On communique avec le corps avec des moyens que donc, beaucoup de médecine parallèle utilisent, de kinésiologie, avec on va interroger un muscle et on va avoir des oui et des non. Donc déjà, on va toujours demander au corps, est-ce qu'il est d'accord pour travailler? Et est-ce qu'il est d'accord pour travailler cette substance-là? Alors moi, je possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mallettes qui contiennent chacune 174 fioles. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc, la première séance, elle se passe toujours de la même façon. On va d'abord avoir un échange verbal pour savoir pourquoi la personne a besoin de venir me voir, qu'est-ce que je peux faire pour elle, qu'est-ce qu'elle attend. Je vais l'interroger sur son passif médical, sur son passif émotionnel également. Et ensuite, je vais tester. Je vais lui mettre donc une fiole dans la main et je vais demander au corps, oui ou non, est-ce que cette substance, tu as une difficulté avec? J'ai une dizaine de fioles. C'est toujours les mêmes. Et avec, donc c'est la première, parce que c'est un mélange secret que même nous, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a que les formateurs qui savent, pardon. Il y a œufs, calcium, vitamine C, vitamine B, fer, sucre, vitamine A, minéraux, sel. On va tester et en fait, le corps, il va dire cette substance-là, j'y arrive, cette substance-là, j'y arrive pas. À partir de là, on sait combien de séances on va faire pour en fait remettre le terrain à neutre. En fait, quand quelqu'un vient me voir en me disant, par exemple, je veux dire, chose qui m'arrive assez souvent, j'ai un psoriasisme. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui. Et alors, du coup, vous avez une fiole psoriasis? Oui. On commence par ça? Non. C'est frustrant. Hein. Non, pourquoi? En fait, c'est comme si vous veniez me voir en me disant j'ai mon bouton sur ma voiture, j'ai le bouton de liquide de frein qui s'allume, enfin le bouton rouge là qui s'allume. On peut choisir, on peut soit enlever l'ampoule, hop là, on prend un médicament, ça fait passer les symptômes et puis on règle pas le problème. Soit on va chercher en fait pourquoi ce bouton rouge il allume. Et donc, quand on vient me voir, parce que souvent l'exemple que je donne, c'est vous venez me voir en me disant voilà, dans votre maison, il y a la fenêtre, elle est de travers. Est-ce que je vais réparer la fenêtre? Oui, mais pas comme vous pensez. Je vais vérifier si le sol, il n'est pas marécageux. Puis après, je vais vérifier s'il est droit. Puis après, je vais vérifier si le vide sanitaire en dessous, il est propre. Et ensuite, je vais vérifier la dalle de béton. Et ensuite, je vais vérifier le mur. Et une fois que tout ça, c'est droit, soit la fenêtre, elle s'est redressée toute seule. C'est tout gagné, tout bénef. Soit là, je vais m'occuper de la fenêtre. Mais si tout est de travers, ça sert à rien que je m'occupe de la fenêtre parce que sinon, elle va rester de travers. Oui, ce que tu dis, ça implique qu'on va pas seulement chercher en fait le symptôme, mais la racine en fait, hein, la racine du problème. C'est exactement ça. C'est pour ça que sur ma page, j'ai mis cibler les causes pour se débarrasser des symptômes. Tout à fait. C'est ce qu'on enfin, souvent ce qui est reproché justement à la médecine allopathique, c'est d'être une médecine des symptômes, quoi. On traite un symptôme et on ne va pas chercher la racine, donc on se dit que la racine va s'exprimer de façon différente plus tard ou revenir de façon plus forte peut-être dans la vie de la personne. Euh, Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a quand même voilà, ce sentiment d'incomplétude justement de cette médecine, et qu'il y a plusieurs personnes qui proposent des évolutions vers des médecines qui proposent justement des outils, hein, tu en parlais, la kinésiologie par exemple, pour explorer l'inconscient de la personne finalement, ce qui lui parle, pourquoi le corps exprime quelque chose. Ça implique que le corps est intelligent, ce qui est très important comme notion. Et c'est là qu'on parle notamment d'éducateurs de santé, puisque les personnes doivent avoir conscience que le corps aussi exprime, parle de nous. Oui. Mais je ne sais pas si tu connais le grand dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. Si, oui. Il m'est arrivé souvent de le consulter et la grande majorité du temps, ça tombe juste. Quand quelqu'un vient me voir avec un petit bobo quelque part,
allez, bouge pas. Je regarde dedans, je lis la définition de telle partie du corps ou de tel problème et ah ouais, 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 ouais. Le maladie, enfin voilà, le corps exprime. C'est juste qu'on a oublié le langage du corps. Mais le corps dit tout ce qui va et tout ce qui va pas. Il suffit juste de l'écouter. Et c'est vrai que ça, je l'entends, hein, que ce soit des personnes qui soient, quelle que soit l'approche, hein, qu'elles soient effectivement de différentes, je l'entends dans plein de médecines, ça. Hein. Oui, je pense que dans les médecines traditionnelles, on trouve aussi déjà cette notion. Hein. La médecine traditionnelle chinoise, qui n'est pas récente pourtant, hein, c'est une médecine qui est très ancienne, qui a connu des évolutions évidemment, mais quand même qui est très ancienne dans sa racine. Et elle porte déjà cette philosophie en elle. Donc ça, c'est impressionnant de voir aussi comment nous, on a pu passer à côté en quelque sorte, et découvrir d'autres choses aussi, hein, et passer à côté de ce point qui est vraiment important. Hein. Bah, c'est ça que je trouve dommage. En fait, pour moi, la médecine allopathique, elle n'est pas à jeter à la poubelle parce qu'elle a soigné quand même beaucoup de choses, parce que voilà, il y a des moments où elle est indispensable. Mais c'est vrai qu'elle est plus indispensable, je dirais, sur le côté mécanique. Tout à fait. Sur tout ce qui est mécanique, elle est extrêmement efficace. Et voilà, l'allopathie m'a sauvé la vie. Donc, je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Bien sûr. Là où juste, c'est qu'elles sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui a toutes les réponses. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est que l'allopathie croit avoir toutes les réponses et que si elle n'a pas la réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse. Alors que pour moi, elles sont complémentaires et qu'il faut trouver en fait le juste milieu entre les deux et trouver comment les faire coïncider. Je suppose que toi, tu es allé donc revoir le corps médical, justement, pour confirmer que tu étais guéri. Euh, Non, quel- Non, tu n'es pas allé, du coup, revoir. Tu n'as pas eu de non. réaction ou de suivi de gens qui t'ont recontacté, notamment, pour essayer de voir un peu comment ta situation évoluait? Maintenant, puisque j'étais un cas désespéré, il n'y avait aucun moyen de me soigner. Ah oui, donc on t'a laissé de côté, quoi. Complètement, complètement. Je me suis sentie complètement abandonnée. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est frappant de voir ces témoignages justement qui se multiplient. Hein. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première effectivement que j'entends ça. Qu'on laisse la personne de côté, il y a une impuissance et donc on va laisser la personne de côté dans le suivi. Moi, ça me semble un petit peu extravagant pour rester poli. Euh, Oui. mais mais ce n'est pas la première fois que j'entends ces témoignages de personnes qui, justement, suite à un choc, vont avoir un questionnement de sens et vont proposer des choses nouvelles. J'ai vu ça aussi il n'y a pas très longtemps d'une personne qui a eu multiples problèmes médicaux et qui en est arrivé au massage pour les enfants, pour les bébés. Donc voilà, Trop mignon. voilà comment on peut arriver à différentes propositions et différentes choses nouvelles. C'est impressionnant. Et toi, suite à ce cheminement de sens, est-ce que tu t'es ouvert, tu me parlais du zéro déchet, tu me parlais de la problématique écologique, ça t'a ouvert aussi sur d'autres choses finalement, pas seulement sur le côté médical. Bah, en fait, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus holistique. C'est-à-dire que la santé, elle passe par tous les biais de la vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand on se rend compte, le rapport qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a à la nourriture, le rapport qu'on a avec la vie sociale, etc. Déjà, j'ai toujours été un peu à contre-courant, et je gardais beaucoup mes pensées pour moi. Je disais pas forcément ce que je pensais, et puis bah, arrivé à un stade où je pense de plus en plus fort, et puis en fait, j'ai plus envie de me taire. Et puis j'ai eu un petit rappel à l'ordre là, il y a 2 mois, où l'univers m'a gentiment tapé sur l'épaule et qui m'a dit sois toi-même. Bien, monsieur. On va arrêter de se cacher, on va arrêter et on va juste oser être soi et en privé comme en public. Et déjà, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que c'est mieux accepté que ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et je me suis perdue dans tout ce que je disais. Oui, et ce que tu disais, c'est que tu t'es autorisé en fait, tu t'es autorisé à être toi-même. Moi, j'entends souvent ce mot s'autoriser à. Ouais, C'est souvent nous qui nous mettons des barrières aussi, hein, pour s'autoriser à quelque chose finalement qui est plus authentique. Hein. c'est ça. Et du coup, voilà, donc je me suis rendu compte que d'un point de vue global, bah, je trouve qu'on est dans un monde qui est malade. Le capitalisme, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Je pense que c'est pas quelque chose qui prend soin ni de l'humain, ni des animaux, ni de la planète, ni du vivant en globalité, en fait. L'argent,
j'ai toujours eu un rejet de l'argent parce que pour moi, ça menait plus de malheur qu'autre chose. Et je me suis rendu compte que c'était juste une énergie qui doit être utilisée en fait à bon escient, comme toutes les énergies. C'est comme l'électricité. L'électricité, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. C'est la façon dont on s'en sert qui rend quelque chose de bon ou de mauvais. Et Effectivement, le zéro déchet, c'est aussi devenu vraiment un rythme familial parce que bah, mon mari aussi, Alexandre, s'est mis à aller acheter du fromage, mon fromage, parce que lui, il aime pas ça en plus, il le fait juste pour moi, avec le Tupperware. Il s'est mis, comme moi, à faire de la lessive, à faire des tests, à faire du savon pour les mains. Et ça a été vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment une dynamique qu'on fait ensemble et qu'on apprend ensemble à nos enfants, puisque du coup, c'est vraiment une éducation qu'on donne tous les quatre. Enfin, une éducation qu'on donne tous les deux pour qu'on soit tous les quatre dedans. Et, euh, voilà, on avance avec nos petits pas de colibri dans tout ça. alors, pour ceux qui écoutent, ceux qui la connaissent pas, je vais la faire en très rapide. C'est dans une forêt en feu. Tous les animaux s'enfuient face aux flammes, sauf le colibri qui va à la rivière, qui prend une minuscule goutte d'eau dans son minuscule bec et qui va la jeter dans les flammes. Et le loup s'arrête, regarde le colibri et lui dit, mais t'arriveras jamais à éteindre le feu. Enfin, c'est ridicule ce que tu fais. Et le colibri qui répond, peut-être, mais au moins j'aurais fait ma part. Bon, dans cette jolie fable, tout le monde, tous les animaux se mettent à jeter de l'eau sur les flammes et sauvent la forêt. Et donc, du coup, voilà, je considère que je suis un colibri. Alors, c'est vrai que bah, aller au marché et prendre un tupperware pour acheter mon fromage, ça va pas changer la face du monde, mais je fais ma part. Le fait de faire tous mes cosmétiques moi-même, le fait d'utiliser principalement du vinaigre pour nettoyer chez moi, voilà, c'est des petites choses, mais je fais ma part. Je suis pas parfaite, j'ai encore des déchets, j'ai encore des plastiques, mais je trouve que chaque petit pas, bah, c'est une bonne chose. Exactement. Il m'est arrivé quelque chose d'assez en lien avec ce que tu dis hier. Une fois n'est pas coutume, je me suis mis devant la télévision, ce qui n'est pas souvent, ce qui n'est pas commun, et Ok, j'avais téléchargé un documentaire sur Arte qui s'appelle Un jour au Royaume-Uni. Et donc j'ai commencé à d'accord. regarder ce documentaire où on voyait, alors c'est très centré sur l'industrie au Royaume-Uni, sur le commerce, sur voilà, sur en fait l'économie en fait du Royaume-Uni, hein, ce documentaire. Et là, je voyais l'agriculture intensive, je voyais la compétition, je voyais les villes au Royaume-Uni qui ont été désertées à cause des problèmes économiques, des migrations économiques au cours du temps. Évidemment, c'est le pays de la révolution industrielle, hein, le Royaume-Uni, quand même, où est née la révolution industrielle, donc c'est le pays le plus marquant du capitalisme, hein, je dirais. Euh, et je voyais tout ça et j'ai senti un sentiment d'impuissance, hein, un énorme sentiment d'impuissance parce que la façon dont c'était filmé, c'était fait, on a l'impression que quoi qu'on fasse, là, il y avait vraiment une machine qui était en route, une machine folle. Et c'était la City qui allait vraiment détruire le monde, quoi. On voyait qu'il y avait ces milliers de personnes en costume qui étaient en train de se balader. Il y avait 1 milliard par seconde qui était en train de circuler dans cette City de 30 km² ou de 15 km², bref. Mais moi, j'ai eu le sentiment d'impuissance. Après, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est leur réalité, ça. C'est pas la mienne. Et là, je suis revenu aussi à mon pouvoir, en fait, personnel. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des outils magnifiques qui s'appellent Internet, qui s'appellent la télévision. Mais attention, parce qu'on est effectivement tous reliés les uns les autres. Et si vous vous connectez à des choses qui vous disent que vous n'avez aucune chance de réussir à changer la réalité, c'est ce qui va se passer. Ouais. C'est pas inéluctable en fait. Bah oui, parce que après être sorti, j'ai éteint la télé, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu cette végétation magnifique, ce coucher de soleil magnifique, j'ai vu la mer au loin, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire peut-être de bien en fait pour continuer juste à être joyeux. Et là, je me suis dit en fait peut-être que c'est possible. Après, je pense quand même qu'on a une situation, c'est vrai, de crise, ça c'est vrai. Collectivement, hein, je ne sais pas comment tu le vois, même s'il y a des changements, moi je pense qu'on est quand même une situation un peu critique quand même. Bah, j'ai, on va dire, le réalisme ou le pessimisme, tu choisis, de croire que nous sommes dans une société en déclin et que à un moment donné, il y aura juste une implosion, une explosion, quelque chose. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas une révolution, parce que la révolution, c'est faire le tour et revenir au point de départ. Et j'espère qu'il y aura une évolution globale. Il y a beaucoup de grands mouvements énergétiques. Il y a eu pas mal d'évolutions. Je rencontre de plus en plus de personnes qui sont connectées. Moi-même, il m'arrive énormément de choses qui sont parfois complètement sorties de l'espace et pas toujours faciles à réaliser, à comprendre
Mais voilà, il se passe quand même quelque chose. Il y a de plus en plus de gens qui sont en évolution, qui sont éveillés, qui sont réveillés. Et bah, j'espère que cette évolution et cet éveil de masse fera changer les choses tout doucement avec nos petites gouttes de colibri. Oui, super. Toi, tu parlais d'éveil, notion d'éveil. Euh, Est-ce que tu as eu du coup une démarche aussi, au-delà de la santé, plus spirituelle, de recherche finalement? Tu me parlais de ce beau-père qui était ouvert à beaucoup de concepts, beaucoup de croyances, d'expériences. Toi, est-ce que tu as repris un peu ce cheminement-là, par rapport au sens de la vie justement, à travers ces différentes conceptions du monde? Beaucoup, beaucoup. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours de ça, il y a une dame qui est tombée sur une de mes cartes qui m'a appelée pour me demander si je pouvais l'aider avec son fils. Quand je lui ai expliqué ma pratique qui était quand même très terre à terre, voilà, j'utilise des petites fioles, des ceci, des cela, elle m'a dit oui, mais pour faire ce que vous faites, il faut un don quand même. Je lui ai dit bah non, en fait, la méthode que j'ai apprise, clairement, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Voilà, tout le monde peut avoir le permis. On n'a pas besoin de savoir construire une voiture pour pouvoir avoir le permis. Et je sentais qu'elle avait besoin d'une autre réponse. Et du coup, je lui ai fait que la réponse la plus honnête et que je ne fais pas forcément à tout le monde, c'est oui. Oui, il y a plus que ça. Oui, je suis connectée à des énergies. Oui, il y a des. J'ai... Il y a un peu plus que ça. J'ai découvert il y a un an, il y a 2 ans, que j'étais une passeuse d'âme. Et les premières âmes qui sont venues me voir, ça a été très effrayant à se demander ce qui se passe en fait et qu'est-ce qu'elles me veulent et comment je peux les aider. Et, euh, et oui, je suis connectée à Gaïa, je suis connectée à la source. J'ai des énergies comme ça qui me viennent. Ce qui est très rigolo, c'est que suivant les gens qui viennent me voir, les gens dont je m'occupe, je sens en fait qu'il y a une énergie qui vient soit plus de Gaïa, soit plus de la source. Des fois, c'est un mélange. Et, euh, et oui, du coup, je me suis beaucoup posé de questions sur l'âme. Et j'en suis venue en fait à penser que tout ce qui est vivant a une âme. Et pour moi, en fait, un brin d'herbe a une âme. Oui, ça remet totalement en perspective tout le vivant et c'est une autre vision de la vie, hein, quand dès qu'on considère qu'on voit, enfin qu'on ressent qu'il existe quelque chose de plus au travers de ce qu'on voit avec nos yeux, là il y a une nouvelle dimension qui apparaît. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réussi à rentrer en communication avec un arbre, ouais, ça change toute la vie Ah en oui, fait. oui, oui, je le sais bien. Et c'est très déstabilisant au début. Surtout que cet arbre, en fait, c'est un tilleul. Et les premières fois, donc j'ai passé mon premier niveau Reiki également pour m'aider en fait à mieux comprendre toutes ces énergies-là. J'ai voulu rentrer, comme m'avait dit ma maîtresse Reiki, ma maître Reiki plutôt, en relation avec un arbre. Et au début, elle voulait pas. Et j'ai pas compris pourquoi. Du coup, jusqu'à ce que, de façon presque vexée en fait, elle me dise mais arrête de m'appeler il. Je suis pas il, je suis elle. Pardon madame. Et à partir du moment où j'ai pensé à elle, et ben du coup elle a accepté de rentrer en communication avec moi et ça a été très fort, c'était très intense. Et je lui faisais tout le temps des câlins parce que c'était génial en fait. Et ouais, du coup, à partir du moment où on comprend que les végétaux et les minéraux, en fait, ont une âme, ça change toute la vie, en fait, ça change toute la vision du monde. Ah oui, on n'est plus dans marcher dans la rue de la même façon, je dirais. Quand on regarde un arbre, c'est plus le même regard. Et je pense que là, ce que tu évoques, c'est l'expérience, en fait. C'est l'expérience différente de la réalité. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des expériences, qui ont envie de s'ouvrir, comme tu disais, à de nouvelles expériences. En même temps, c'est un petit côté effrayant, parce que c'est vrai que c'est inconnu, hein. Euh, D'un autre côté, c'est tellement réjouissant de redécouvrir le monde d'une autre façon. Mais c'est ça, de redécouvrir, on a l'impression de renaître. Même s'il y a des moments où on se dit, oh là là, s'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe dans ma tête, on va me passer une jolie chemise blanche qui s'attache dans le dos, quoi. Et puis, il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, c'est moi, je suis folle, j'invente, j'imagine, je deviens folle. J'ai des voix dans ma tête, enfin, il se passe quoi? Je vois des gens qui sont morts, laissez-moi tranquille. Puis finalement, faut juste, faut laisser venir, faut accepter, et puis faut apprendre à vivre avec, en fait. Et juste, comme je disais souvent à mon mari, c'est très frustrant parce que j'ai l'impression que j'étais aveugle, mais dans un monde où tout le monde était aveugle, donc c'était pas choquant.
Et on m'a juste ouvert les yeux, mais j'ai des yeux de nouveau-né où je vois en noir et blanc et je vois flou, je vois pas très bien. J'ai juste envie de voir très clair parce que je suis complètement paniquée, mais je vois juste en flou et en noir et blanc. Donc, du coup, Oui, maintenant, puis je vois un peu moins flou, je mais vais pas te rassurer dans le sens où je vais pas te rassurer que dans le sens où même un cheminement de plusieurs années dans les énergies, on va aussi encore plus loin, c'est-à-dire on se rend compte que on peut se perdre aussi dans les réalités possibles, quoi. Il faut rester en même temps très terre à terre, je dirais. Mais plus on va loin dans l'exploration de qu'est-ce que c'est la réalité, plus on se demande si on n'est pas dans un rêve. Et il y en a des médiums qui se perdent dans le fait de penser que le monde est totalement illusion, quoi. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais c'est vrai que il y a tous ces questionnements de savoir qu'est-ce que c'est vraiment la réalité quand on est dans l'énergie. C'est tout ça qui se mélange et je peux te dire que la réflexion, elle continue encore aujourd'hui, en tout cas pour moi, hein. Voilà, je suis toujours en recherche, en questionnement. bah, je me dis qu'on aura toutes les réponses quand on retournera à la source. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Et du coup, c'est pareil, du coup, l'appréhension de la mort est très différente. Et bah voilà, j'ai vécu un deuil le mois dernier. Et même si la douleur de voir partir l'être qu'on aime est toujours présente, disons que il y a une certaine douceur dans le fait de savoir que bah, elle est retournée à la source, qu'elle a les réponses à ses questions, qu'elle est retournée dans quelque chose de doux et de lumineux. Et c'est vrai que ça, c'est un côté que j'avais toujours envié quand j'étais très cartésienne et que j'étais agnostique aux croyants, leur disant, mais ouais, mais le jour où vous perdez quelqu'un, en fait, vous avez quelque chose à laquelle vous raccrochez. Et, euh, et j'étais un peu envieuse de ça, parce que pour moi, quand on mourait, bah, juste, bah, on se décomposait, c'était fini. Et maintenant que je sais qu'en fait, l'âme existe et que j'ai pu sentir d'autres âmes et que j'ai pu en voir, bah ouais, effectivement, il y a une forme de douceur dans se dire que c'est juste un chemin différent, c'est pas une fin, Et c'est un passage, c'est un passage. c'est un passage. De la même façon qu'on peut vivre des passages dans la vie, hein, je pense que tous, on peut vivre aussi des deuils personnels dans notre cycle de vie, dans ce qu'on traverse, des moments où il y a des changements, des bouleversements. On peut le considérer comme un passage, et c'est vrai que ça rajoute une douceur. Euh, et aujourd'hui, bon, pour avoir vécu l'expérience, c'est vrai que aujourd'hui, on est un peu plus dans la peur de la mort, évidemment. La Ouais. peur de la mort, et on enterre très rapidement, finalement, la question du deuil. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui à une société d'avoir cette considération. Je pense que c'est à la base aussi de beaucoup de souffrances, de ne pas avoir ce regard sur la mort qui va plus loin, même si c'est en évolution, évidemment, qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle autour de soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences, hein, des petites expériences, avec des contacts défunts, avec des signes, hein, des signes de l'au-delà. Oui. Et c'est là, quand on s'ouvre un petit peu à cette dimension, on se rend compte en fait que c'est quelque chose encore un peu tabou, même si c'est en pleine évolution, même s'il y a eu des films, même si on parle beaucoup plus maintenant d'expériences de mort imminente, etc., etc. Ça reste encore un sujet un petit peu tabou, alors que finalement, un petit peu morbide aussi parfois, alors que quand vraiment on explore le sujet, on se rend compte qu'il n'y a que de l'amour, hein. Quand vraiment on va au fond du sujet, on touche de la douceur, on touche de l'amour, et c'est ça qui compte, hein, finalement, aussi dans la mort comme dans la vie, hein. Oui. Et puis ça que j'ai j'ai ce mot qui est pas forcément très gentil, mais qui est malheureusement très vrai. On vit dans une société d'handicapés émotionnels. Il faut pas. Il faut pas ressentir de la colère. Il faut pas ressentir des joies exubérantes. Il faut pas ressentir trop de chagrin non plus. Il faut pas. Et en fait, toutes les émotions sont complètement cloîtrées, enfermées, et les démonstrations émotionnelles sont choquante presque. Et il y a une pudeur vis-à-vis de ça. Effectivement, je trouve qu'on n'a pas toujours la place de vivre les choses correctement parce que nos émotions, elles ont le droit de vivre. Alors effectivement, hein, quand on est en colère, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de taper sur les objets ou sur les gens, mais on a le droit de ressentir de la colère face à des situations, on a le droit de ressentir de la tristesse, on a le droit de ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et il y a une pudeur face à l'émotion qui fait que oui, je trouve que je suis d'accord, on n'a pas la place de vivre nos deuils, par exemple, correctement et avec tout ce que ça mérite. Il y a le chien qui se présente. C'est ça, il y a ma petite noire qui vient se présenter et qui fait des câlins. Les animaux, justement. Tu parlais des végétaux avec les arbres, ces contacts très intéressants. Est-ce que toi, tu t'es essayé à la communication animale? J'en profite. Alors, du coup, bah, justement avec elle, donc ma petite noire qui a 14 ans, avec qui je suis très très liée.
J'ai une relation avec elle qui est vraiment très particulière, qui est très, très fusionnelle. Euh, j'ai une très belle relation avec elle. Donc, elle s'appelle Oni, elle a 14 ans, c'est ma vieille chieuse parce qu'elle adore miauler à 5 heures du matin. Et, euh, et avec elle, ouais, effectivement, il y a des moments où il y a des choses que je sens qu'elle m'envoie. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand je me fais des auto-traitements Reiki, elle peut pas s'empêcher, il faut qu'elle vienne piquer un peu d'énergie au passage. Donc, bon, bah, elle a qu'à se servir, hein, il n'y a pas de problème. Et pendant le confinement, en fait, avec le calme, il y a une petite chatte sauvage qui a fait son entrée dans la cour de chez moi. À force de patience et de douceur, j'ai réussi à la piéger, à la faire rentrer chez moi. Parce que du coup, au début, elle avait le poil doux et soyeux. Ça se voyait de loin, donc je pensais qu'elle appartenait à quelqu'un. Et au fur et à mesure des semaines du confinement, ça s'est vu au niveau du poil et au niveau d'un de ses yeux, d'un de ses yeux, qu'elle était, elle était pas, elle était pas à quelqu'un. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi à la piéger. Je l'ai emmenée chez un véto. Il s'avère que bon, l'œil a un problème, mais ça n'évoluera pas, ça ira pas plus loin. Complètement sauvage, inapprochable. Et et en fait, sauf par moi. D'accord, ouais, tu as Moi, réussi avec j'arrive, patience, avec cœur à permettre à ce chat de revenir vers toi, quoi. c'est ça. Donc, du coup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais j'arrive à la câliner. Elle me fait, quand elle arrive à avoir suffisamment confiance, elle me fait des câlins avec des ronrons de compétition. Et elle commence maintenant à sortir de ses planques, même quand on n'est pas couché. Donc, je me dis petit à petit, on va finir par l'apprivoiser. Tu sais, là, ce que tu me fais penser, c'est terrible. Tu parlais de handicap émotionnel. Ouais. J'ai eu le sentiment, tu parlais d'un chat, mais moi, quand tu me parles de ça, ça m'évoque des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui sont humains, qui étaient extrêmement blessés, que j'ai pu rencontrer en milieu professionnel, et que j'ai pu approcher, je dirais, seulement en ayant ce comportement de douceur, de patience, et de ne pas vouloir trop aller trop vite. Euh, Car une personne qui n'est pas prête de recevoir de l'amour et que tu veux envoyer beaucoup d'amour, évidemment, il y a un rejet total qui se met en place, un système de sécurité, de survie. Euh, Complètement effrayant. Très effrayant. Et en même temps, je me dis, quelle intelligence il est temps d'avoir pour les personnes qui sont conscientes, les personnes qui écoutent ce genre d'audio, en fait, de vidéo, de se comporter de cette façon-là, de bienveillante avec les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas encore cet éveil, n'ont pas du tout cette ouverture et ils peuvent être extrêmement blessés dans leur vie, avoir un système de survie qui est extrêmement rigide. Moi, j'appelle vraiment avoir la conscience de ça et cette conscience que l'on peut être encore, comme on a pu l'être plus jeune ou parfois avant dans une autre vie, blessé et fermé au niveau du cœur, hein. C'est, c'est, c'est une forme de protection, en fait, qui est très adaptée à notre monde, en fait. C'est pour ça elle est si courante. Et, euh, et voilà, justement, face à une société où on est très pudique vis-à-vis des émotions, bah, il n'y a rien de plus facile que d'enfermer le cœur dans un bunker de béton et de le laisser en silence derrière tout ça. Et effectivement, je vois hein, des gens qui, autour de moi qui peuvent être dans des grandes souffrances par leur parcours de vie et qui fuient en fait toute forme d'amour, tout en même temps en étant en recherche de cet amour parce qu'ils sentent bien qu'ils en ont besoin. Et ils le cherchent et ils le fuient en même temps. C'est très particulier et c'est très beau d'un côté parce qu'on se rend compte que s'ils continuent de le chercher, c'est qu'ils savent que le chemin il est par là. Oui, il y a toujours, je dirais, une petite lumière qui nous pousse, hein, même, je dirais, même quand on vit des moments sombres, il y a toujours ce côté-là aussi de voir qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qui est important. Ça revient régulièrement. Ouais. Euh, Christelle, je te remercie. Il y a une dernière question que je souhaite te poser. Quelles sont aujourd'hui tes espérances et tes projets? Toi, en fait, c'est deux questions en une. Euh, mes espérances en fait et mes projets, donc c'est deux questions en une et c'est une réponse pour ces deux questions en une. C'est, j'espère que l'univers va me guider pour que mon métier passion devienne mon métier unique, ne plus avoir besoin d'un travail alimentaire, de façon à pouvoir apporter ce contact en fait et cette aide à un maximum de personnes possible, de pouvoir apporter ce renouveau en fait, parce que moi je suis passée de je vais mourir je sais pas quand à j'ai toute la vie devant moi et ça a été magnifique en fait, ça m'a
bah, ça m'a apporté des perspectives, tout simplement de vie. Et au passage, en fait, cette méthode-là, bah, j'ai soigné des petits trucs qui n'allaient pas, quoi. J'étais asthmatique, j'étais intolérante au lait de vache. J'ai plus rien, en fait. Je suis en parfaite santé, c'est un vrai bonheur. Je continue, en fait, cette méthode-là sur moi aussi parce qu'elle gère aussi tout ce qui est blocage émotionnel. Et donc, du coup, je continue. Je suis mon premier cobaye, en fait. Et mon deuxième cobaye, c'est mon fils aîné. Mon troisième cobaye, c'est mon mari. Et le quatrième cobaye, c'est mon fils cadet. Et du coup, voilà, juste mes perspectives, mes espérances, c'est d'en faire un métier à part entière où je peux me consacrer entièrement à ça et aider un maximum de personnes.